Bonjour, tous les matins vous êtes le Monsieur Bourse de BFM TV. Qu'est-ce qui vous a fait entrer dans ce monde un peu étrange? Et ben, ça s'est fait un peu par hasard, puisque à l'origine je sors de l'école de journalisme, j'ai fait mes premières armes à RTL, et j'étais pas du tout fait pour la bourse, et d'ailleurs ça m'intéressait absolument pas, c'était un sujet que je connaissais pas. Et je m'y suis mis un peu par la force des choses, recruté par une boîte internet à l'époque 2000-2001, qui m'avait pris pour ça sans vraiment me le dire, donc j'étais un peu obligé de m'y mettre de force, mais là, coup de bol, au bout d'une semaine ça me plaisait, ça clignotait partout, il y a des choses qui se passaient, et ça m'a vraiment plu, puis c'est quelque chose que j'ai pu vendre effectivement quelques mois après à BFM, qui à l'époque était BFM Radio, et j'y suis depuis 13 ans. Et, depuis, effectivement, c'est plus l'expérience sur le tas qui a fait les choses, parce que j'ai aucun bagage économique, rien du tout. Donc, c'est peut-être à la fois une carence, mais en même temps une force de pouvoir regarder ça avec un œil un peu décontracté. Alors en faisant simple, la bourse ça sert à quoi? Chercher de l'argent. Chercher de l'argent sur les marchés, avec des investisseurs qui croient en vous quand vous êtes une entreprise, quand vous êtes une société financière. Et voilà, faire de l'argent, chercher de l'argent, prendre des risques et les mesurer via la confiance des investisseurs. Moi je vois plus ça comme ça, c'est plus une question de risque que d'argent finalement. La bourse de papa avec sa corbeille, ses traders survitaminés a disparu, faisant place au trading haute fréquence. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Et c'est un peu comme la bourse à papa, sauf que ça va plus vite. C'est-à-dire qu'il y a différentes stratégies très très techniques, mais en gros il s'agit d'aller le plus vite possible, au maximum de la capacité, de la rapidité des marchés, ce qui n'est pas sans poser des problèmes, vu qu'on a vu durant ces 3 dernières années que ça posait des problèmes au niveau des cotations, parce qu'il y a des moments où tout tombe en panne, il y a trop d'ordre, il y a trop de choses qui partent dans tous les sens, et résultat ça accroît ce qu'on appelle la volatilité, c'est-à-dire le fait qu'un titre, qu'un produit financier, qu'un indice fasse n'importe quoi. Et ça c'est un sujet qui me fascine dans le sens où c'est pas du tout régulé, où les pratiques touchent vraiment au niveau de l'expérimental, c'est presque plus du scientifique que du strictement financier. Et on le voit encore, il y a des tas de sociétés financières qui rachètent des experts, des cabinets en technologie pour justement essayer d'aller le plus vite possible, au Google qui travaille sur des systèmes de transmission ultra rapides, mais avant tout pour l'industrie financière, parce que c'est celle qui rapporte le plus et celle qui est le plus capable d'investir en masse sur ce genre de technologie, parce qu'il y a beaucoup d'argent à prendre. Et effectivement, c'est pas sans poser 2-3 problèmes, et ça va être le souci principal des marchés ces 10 prochaines années. Alors il y a quelques mois, un journaliste américain, Michael Lewis, exprimait cette thèse dans un livre retentissant, Flashboy, où selon lui, l'économie réelle s'efface au profit de la spéculation à tout prix. Selon vous, cette mutation, cette accélération, est-elle sans risque pour notre quotidien? Disons que se déconnecter 100% des fondamentaux, c'est quand même difficile. Il y a beaucoup de boursiers, de sociétés de bourse qui travaillent uniquement sur les chiffres, sur les maths, sur la géométrie et sur finalement des mouvements en bourse qui sont complètement déconnectés de résultats, de statistiques économiques, de choses comme ça. Et on voit que c'est des gens qui se plantent régulièrement parce qu'ils ne sentent pas le vent tourner, parce qu'ils n'ont pas de capacité d'analyse vraiment à long terme, comme peuvent l'avoir certains analystes qui travaillent les valeurs à longueur de journée, qui connaissent les chiffres d'affaires, les fondamentaux, les bénéfices, la trésorerie, etc. Et ceux qui travaillent que sur les mathématiques, à un moment ou à un autre, vont se planter. Donc il faut des deux. C'est vrai qu'en volume, en importance des mouvements, ce qui est basé uniquement sur les maths et sur le trading et sur la spéculation, fait beaucoup plus parler parce que ça représente une majorité des capitaux, mais ce qui oriente quand même les marchés, ça reste les fondamentaux quelque part. Alors, c'est quelque chose à prendre en compte à un moment donné dans les comptes, à modéliser, si on peut dire. Mais je pense que ceux qui véritablement ne font que de la spéculation et que des mathématiques vont se bourrer à un moment donné, ce qui est effectivement pas sans poser problème parce que ça a des conséquences radicales comme on peut le voir ces derniers jours où les marchés font un peu n'importe quoi. Alors justement, dans les dernières semaines, dans les derniers jours,
nous avons vu la monnaie chinoise dévisser. Quelles sont les possibles conséquences sur l'économie mondiale, mais aussi sur l'économie française? Alors le truc, c'est que la monnaie chinoise, elle est encore gouvernée par une banque qui l'a fait osciller dans une banque qui l'intéresse par rapport aux autres monnaies, notamment par rapport au dollar. Donc ils ont encore cette chance-là de pouvoir justement pas complètement subir les tornades de marché et en être un peu à l'abri. Maintenant, elle en est à l'origine. C'est-à-dire que fondamentalement, si même le yuan dévise de quelques points comme ça a été le cas, et c'est ce qui a un peu mis le feu aux poudres de cette espèce de chantier financier de ces derniers jours, on se dit que les produits chinois vont être plus compétitifs, que c'est une manière artificielle d'évaluer et d'augmenter l'intérêt des produits chinois. Maintenant, même si ça se passe sur quelques décimales, ça peut avoir des conséquences. Cela dit, je ne pense pas que ce qui est en train de se passer en Chine est de nature à complètement changer la donne économique mondiale. Le problème de la Chine, c'est qu'on connaît très très peu finalement de l'économie, des fondamentaux des entreprises, des statistiques. Il y a beaucoup de gens qui remettent en cause la véracité des statistiques chinoises, des stocks de marchandises, de matières premières, et que sais-je. Je pense que le principal problème, c'est que la Chine est en train de s'ouvrir de plus en plus nettement au capitalisme international, mais que ça se fait pas sans à-coup, parce que c'est à coup de milliards, et avec une force de frappe de centaines de millions d'investisseurs. Donc forcément, il y a des hockey à un moment donné, c'est des hockey grandeur majeure, parce que forcément il y a la force du nombre, mais de là à dire que fondamentalement ça peut mettre en péril l'économie mondiale, je ne pense pas, dans le sens où on a toujours deux, trois pôles très intéressants, que ce soit l'Europe, les États-Unis, la Chine. Maintenant, de manière un peu plus générale, il faudra faire attention aux pays émergents, parce qu'on voit que c'est les premiers à subir le contre-coup quand les investisseurs deviennent plus prudents, ils retirent toutes leurs billes, et c'est les pays émergents, mais alors là, plutôt le coup de la Corée du Sud, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, qui subissent des sorties de capitaux absolument massives, du fait des inquiétudes en Chine. Et oui, là c'est une sorte de figure géométrique qui va être à la base de tous les échanges ces prochaines années. Certains prédisent une crise économique plus cinglante que celle de 2008. Vous partagez cette inquiétude? Non, dans le sens où 2008, c'était vraiment un problème de confiance entre les investisseurs, le secteur financier après la faillite de Lehman Brothers, un problème de confiance des investisseurs vis-à-vis des États souverains et de leurs obligations, de leurs dettes. Tout s'est enchaîné de manière un peu anarchique, mais finalement là encore les fondamentaux restent là, les États restent là. On voit que malgré les incertitudes qu'il peut y avoir et les coups de bluff des uns et des autres, au final on est toujours prêt à trouver un accord parce que tout le monde y a intérêt, et on voit que s'il y a un maillon qui pète, derrière tout le monde plonge avec. Donc, personne n'y a intérêt, et il va falloir s'entendre d'une manière ou d'une autre. Et l'enjeu aussi, ça va être la coopération des banques centrales entre elles, de manière à pas amplifier les soubresauts au niveau mondial qui pourraient entraîner vraiment une catastrophe. Donc, du coup, non, je pense pas qu'on est à l'aube d'une catastrophe de cette ampleur.